Bonjour à tous, Eva Blasi, en charge de la communication au sein du service de santé au travail 71. Merci pour votre participation à notre troisième webinaire, mettre à jour votre document unique. Estelle Ducreux, qui est préventeur au sein de MT71, va répondre à toutes vos interrogations. Alors, un webinaire, comment ça marche? C'est très simple dans l'utilisation. Comme vous le voyez sur votre droite, vous avez un chat. Vous pouvez tout à fait interagir avec nous et nous répondrons à la fin de la présentation d'Estelle Ducreux à toutes vos questions. Alors, n'hésitez pas aussi à vous remonter les thématiques que vous souhaiteriez aborder lors de nos prochains webinaires. On compte sur vous et sur votre participation active. Vous retrouverez dès cet après-midi sur notre site web www.mt71.fr notre webinaire et également les deux autres qui ont été déjà tournés sur ces derniers jours. Bien sûr, toute l'équipe MT71 se tient à votre disposition. Bonne journée et je laisse la parole à ma collègue Estelle Ducreux. Alors, bonjour à tous. Tout d'abord, merci d'être connectés à ce webinaire. Apparemment, vous êtes assez nombreux, donc c'est une très bonne nouvelle. Donc, nous allons parler de la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels qui doit être réalisé dans ce contexte actuel d'épidémie. Alors, je vais essayer de... C'est ici. Voilà, donc j'ai préparé un petit support sous forme de questions-réponses, hein, ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Donc je vous invite dès maintenant à poser vos questions sur le chat et on essaiera d'y répondre après la présentation. Alors, tout d'abord, pourquoi faut-il mettre le document unique à jour? Eh bien, c'est d'abord une obligation réglementaire hein, qui s'applique quel que soit le contexte, puisque l'employeur est tenu d'assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Et donc, pour y arriver, il doit évaluer et prévenir les risques professionnels auxquels sont exposés ses salariés, et donc, dans le contexte actuel, les risques qui sont liés à la pandémie pour les salariés. Donc la finalité, ça va être de décider des mesures de prévention et de protection adéquates afin de réduire les risques de contagion sur le lieu de travail ou à l'occasion du travail. Alors, comment faut-il procéder? Eh bien, c'est très simple. Il faut d'abord identifier les situations de travail qui sont à risque de contagion pour chacune de vos unités de travail de votre document unique. Donc, il y a trois cas hein, qui sont possibles. Soit les salariés doivent être en contact entre eux dans l'unité de travail, soit ils sont en contact avec le public par l'intermédiaire de contacts brefs inférieurs à 15 minutes, ou soit ce sont des contacts plus rapprochés avec le public et où la distanciation sociale inférieure à 1 mètre ne peut pas être respectée. Donc, une fois que vous avez identifié vos situations de travail à risque pour chaque unité de travail, il va falloir élaborer un plan d'action pour chaque unité de travail. Alors, petit aparté par rapport à la formalisation de cette mise à jour, donc c'est une situation qui est exceptionnelle et temporaire, donc nous vous conseillons de formaliser simplement dans un document annexe que vous joindrez à votre document unique et vous garderez la traçabilité. Et donc, à ce sujet, il y a un modèle de document qui est disponible sur le site MT71 et vous pouvez l'utiliser. Il est assez exhaustif pour faire votre formalisation de mise à jour. Alors, l'élaboration du plan d'action. Le plan d'action sera forcément en accord avec les consignes du ministère par rapport au stade de l'épidémie. Donc, vous savez que l'épidémie est au stade 3 actuellement. Donc, il y a des consignes qui ont été élaborées par le ministère, on va en parler tout à l'heure. Et donc, le plan d'action, comme n'importe quel risque, en fait, il va falloir prévoir la prévention organisationnelle,
comment est-ce que je peux organiser mon activité pour faire en sorte que mes salariés ne soient pas à risque de contagion. On va également parler de prévention technique, l'information des salariés qui doit faire partie de la prévention également, et puis quelques conduites à tenir qu'il faudra connaître et diffuser en information à vos salariés. Alors, le plan d'action, donc quelle prévention organisationnelle? Alors, d'abord, actuellement, le gouvernement préconise de mettre en place le télétravail autant que possible, donc pour l'ensemble des postes qui peuvent être tenus effectivement à distance de l'entreprise. On essaiera de placer les gens en télétravail autant que possible. Le télétravail, c'est pas quelque chose qui est forcément facile. Donc d'abord, il faut donner tous les moyens nécessaires et les outils, téléphone, réseau, ordinateur. Et puis, il faut aussi surtout maintenir les contacts avec les gens qui sont placés en télétravail. Et pour ce faire, il faut organiser une communication. Donc, soit il faut prévoir des temps d'échange avec les personnes qui sont en télétravail à domicile et éventuellement une cellule d'écoute, puisque comme chacun le sait, c'est une situation qui est un peu anxiogène et donc les salariés ont besoin de parler entre eux, etc. N'oubliez pas d'informer les instances représentatives du personnel et puis le CSE, bien évidemment, quand il est mis en place. Voilà, donc les gens pour lesquels c'est possible, on les met en télétravail. Pour les autres, si on veut continuer l'activité, il faut organiser le présentiel de façon à limiter au maximum le risque de contagion, et ce, dans toutes les zones de l'entreprise qui vont rester accessibles et rester ouvertes. Donc aussi bien les vestiaires, les restaurants d'entreprise, les ateliers, etc. Alors, quelques exemples de prévention organisationnelle. Donc, toujours respecter la distanciation sociale de 1 mètre. Donc, faire en sorte que les salariés ne se rapprochent pas à moins de 1 mètre entre eux. Donc ça, c'est valable, quel que soit le type d'activité, c'est valable pour tout le monde en fait, et même à l'extérieur des entreprises. Ensuite, on peut essayer de faire en sorte de limiter les présences simultanées, par exemple en changeant les horaires, en limitant les réunions qui ne sont pas forcément nécessaires à l'instant T. Voilà. On peut également éviter les croisements des salariés. Par exemple, on va revoir le plan de circulation. On va prévoir une seule entrée, une seule sortie avec un sens de circulation bien défini. Autre exemple pour l'accès au vestiaire, on peut le prévoir mais par roulement pour faire en sorte que tous les salariés ne se retrouvent pas en même temps dans le vestiaire. Deuxième chose, par exemple, c'est limiter les déplacements à l'extérieur. Donc là, on va annuler tous les rendez-vous qui ne sont pas nécessaires dans l'immédiat. Pour les déplacements qu'on va maintenir, il faudra faire en sorte que les salariés évitent de prendre les transports en commun. Forcément, c'est des zones où les gens se croisent beaucoup. Éviter le covoiturage également, même si en temps normal c'est plutôt conseillé, là on va faire en sorte que chacun reste confiné dans sa voiture. On va reporter les interventions extérieures quand c'est nécessaire. En ce qui concerne la limitation des points de contact, par exemple dans les bureaux, on va laisser les portes ouvertes pour éviter d'avoir à les ouvrir et les fermer régulièrement. Et puis on va aussi limiter le prêt de matériel entre salariés, faire en sorte, quand c'est possible, que chaque salarié ait son propre matériel. Donc ça, ce sont des exemples de prévention organisationnelle. C'est pas exhaustif, bien évidemment, c'est pas forcément adapté à chaque situation, mais ça reprend en fait les mêmes. L'objectif est toujours le même, limiter les présences simultanées, les déplacements à l'extérieur, les points de contact. Donc, une fois que l'organisation est revue, on va parler de prévention technique. Donc là, c'est pareil, 3 chapitres. D'abord, le nettoyage et la désinfection des surfaces qu'il va falloir
protocolé en quelque sorte, hein, puisqu'on va plus nettoyer et plus désinfecter qu'en temps normal. Donc, si possible, avant et après les prises de poste, donc soit par les salariés eux-mêmes, soit par l'entreprise de nettoyage. Donc ça, c'est à vous d'organiser ce plan de nettoyage. On utilisera des détergents classiques pour nettoyer ou des produits virucides pour décontaminer. Et puis du matériel à usage unique si possible, donc par exemple des lingettes. Mais si vous n'avez pas de lingettes, sachez que vous pouvez tout à fait procéder au nettoyage et à la décontamination avec des produits type eau de Javel en dernier, enfin, si on n'a que l'eau de Javel, ça peut être utilisé. Donc il y a un webinaire qui est en téléchargement sur le site là-dessus, hein, que vous pouvez consulter si vous le souhaitez. Il répondra peut-être plus à vos questions. Ensuite, on va respecter les mesures barrières donc, du gouvernement, hein, donc la distanciation sociale, ça j'en ai déjà parlé, je l'ai remise parce que c'est quand même très important de respecter les 1 mètre, se laver les mains régulièrement et en arrivant sur le lieu de travail, donc tous les salariés vont se laver les mains, tousser, éternuer dans son coude, utiliser des mouchoirs jetables, éviter les embrassades, les poignées de main, etc. Et puis, en dernier lieu, on va mettre en place les EPI si nécessaire, hein. Donc ça rejoint toute démarche d'évaluation des risques professionnels, les principes généraux de prévention qui sont appliqués dans le cadre du document unique. Donc les EPI, ils viennent à la fin pour traiter le risque résiduel. Donc, on va mettre en place des masques si les contacts entre les salariés sont inévitables, par exemple. Donc, des masques. Alors, les masques P2 sont encore pour l'instant réservés au personnel soignant. Donc, on mettra des masques type chirurgicaux. Alors, les masques, c'est bien d'en donner aux gens, mais il faut aussi leur expliquer comment on les met, comment on les enlève pour éviter justement de se contaminer lors de ces gestes-là. Un mot encore sur les masques. Si vos salariés travaillent habituellement avec des masques, il faut qu'ils continuent à travailler avec des masques. Il ne faut pas qu'ils remplacent un masque contre les poussières, par exemple, par un masque chirurgical. Ce serait stupide. Les lunettes, les blouses, c'est pareil. Alors, en ce qui concerne les masques, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de questions. Donc, il y aura un webinaire la semaine prochaine qui sera proposé sur justement les masques, comment on les met, comment on les enlève et quel type de masque. Alors, quelques exemples de prévention technique. Pour ce qui est de l'utilisation des machines et des chariots, donc on va faire en sorte qu'il y ait toujours un point d'eau pour se laver les mains, à l'eau et au savon. Par contre, si on n'a pas de point d'eau, c'est vrai qu'il faudra mettre en place à disposition de vos salariés du gel hydroalcoolique. Des lingettes désinfectantes pour désinfecter le poste de travail à la prise de poste et après la prise de poste. Alors le volant si c'est un chariot, etc. Et puis, on fera en sorte de changer un peu l'organisation et de faire en sorte qu'un salarié seulement soit dans un engin ou sur une machine. Mais ça, c'est pas forcément possible toujours. En ce qui concerne les opérations de chargement-déchargement, donc avec des chauffeurs poids lourds qui viennent de l'extérieur, hein, donc là, c'est indispensable d'élaborer une procédure qui reçoit, comment on signe les bons de livraison pour respecter déjà la distanciation sociale et puis faire en sorte qu'il y ait le moins de contacts possible. Donc ça, la procédure, il faudra l'écrire. Pour les bureaux, on maintient les portes ouvertes, on ne se prête pas le matériel, ça j'en ai parlé un petit peu. Et puis pour les activités qui sont avec des entreprises extérieures ou si c'est vous qui intervenez en coactivité, là on vous conseille de réaliser un plan de prévention pour tout type de coactivité, hein, quelle que soit la durée des travaux. Donc ça, ce sont encore des exemples de prévention technique. C'est pas exhaustif et c'est pas forcément adapté à votre situation. Alors, en matière d'information, quelle information vous allez donner à vos salariés? Alors déjà, où consulter la mise à jour du document unique, qui va retracer en fait la nouvelle organisation.
donc avec les instructions qui seront relatives à la nouvelle organisation. Alors, j'en ai pas parlé, mais préalablement, je pense que c'est déjà fait pour pas mal de monde. Il faut informer les salariés des dispositifs arrêt de travail qui sont existants, qui ont été mis en place. Donc, arrêt de travail garde d'enfants et arrêt de travail personnes fragiles. Alors, c'est pas à l'employeur de décider de qui est fragile, hein, bien évidemment. Donc, c'est au salarié lui-même de décider si son état nécessite un arrêt de travail ou pas. Les arrêts de travail garde d'enfants, c'est les employeurs qui les font. Les arrêts de travail personnes fragiles, c'est le salarié qui peut se connecter directement sur le site pour faire son arrêt de travail, le site Amélie. Vous pouvez également informer des nouvelles règles de circulation, les procédures pour les opérations de chargement-déchargement sont à formaliser aussi, les consignes pour le port des EPI, les consignes de nettoyage et de désinfection, le rappel des mesures barrières, les conduites à tenir en cas de, les numéros utiles, etc., etc. Là encore, c'est pas exhaustif. Mais quoi qu'il en soit, vous, employeur, vous devez vous assurer que toutes ces consignes sont respectées puisque vous avez cette obligation de moyens, mais aussi cette obligation de résultat en termes de prévention des risques professionnels. Alors, une dernière diapo sur les conduites à tenir, parce qu'on a beaucoup de questions. Quelles sont les mesures à prendre en cas de contamination ou de suspicion de contamination? Donc, l'employeur, je vous l'ai dit, hein, doit veiller à protéger tous les salariés. Donc, il faut, si un salarié présente des symptômes ou qui sait qu'il est positif, faut renvoyer le salarié à son domicile. Si les symptômes sont graves, appelez soit un médecin, soit le SAMU. Je vous ai mis les numéros utiles ici. Mais l'employeur doit aussi informer les salariés qui ont été en contact étroit avec le salarié. Ça, c'est une obligation. Tout comme le salarié lui-même doit se déclarer auprès de son employeur s'il se sait positif, hein, puisqu'il a quand même un rôle à jouer dans la protection des autres salariés. Et puis, lancer les procédures de nettoyage de tous les espaces de travail où le salarié est venu. Alors, en dernière diapo, donc je vous ai mis une petite diapo pour les ressources. Hein. D'abord, le site gouvernemental hein, qui centralise toutes les recommandations. Le site du ministère du Travail qui propose des fiches métiers. Alors, je crois qu'en ce moment, maintenant, il doit y en avoir 15 ou 16. Ils appellent ça des kits de lutte contre le Covid-19. Donc, c'est la prévention à mettre en place, par exemple, pour les garages, les choses comme ça. Donc, c'est des conseils qui sont assez spécifiques aux branches d'activité. Le site MT71, il y a plein d'informations également, dont le modèle annexe du document unique d'évaluation des risques professionnels que vous pouvez utiliser. Et puis, bien entendu, la cellule téléphonique MT71 Covid-19 que tous les salariés et employeurs peuvent contacter, notamment pour le soutien psychologique des salariés, hein, puisqu'on a une psychologue qui est à disposition. Et cet après-midi, il y a d'ailleurs un webinaire qui est prévu sur les risques psychosociaux dans cette période de confinement et d'épidémie. Voilà. Donc, maintenant, je vais essayer de répondre aux questions qui sont arrivées. Alors, première question, une entreprise est-elle autorisée à prendre la température de ses salariés et de consigner les relevés? Alors, donc là, on est dans le domaine médical, donc non. Adressez-vous au médecin du travail ou à un médecin, mais en aucun cas vous êtes autorisé à prendre la température de vos salariés. Que doit-on faire lorsque les salariés ne peuvent pas respecter la distance de 1 mètre? Je suppose qu'il faut les équiper de masques, mais étant donné la pénurie, les masques autres que FFP2 ne protégeant pas les autres, comment faire?
Alors, effectivement, les masques, on en a parlé, il y a une pénurie. Il n'y a pas de masques P2 disponibles actuellement pour les entreprises, hein, puisqu'ils sont réservés au personnel soignant. Donc, faire porter quand même des masques type chirurgicaux et puis voir pourquoi on ne peut pas justement respecter cette distanciation sociale. Lorsqu'il y a des masques lavables, quelles sont les précautions de nettoyage-lavage? Est-ce que les salariés peuvent les laver chez eux? Alors, oui, il faut les laver à 60 degrés avec un temps de contact d'une demi-heure et c'est normalement suffisant pour les décontaminer, sachant qu'au bout d'un certain nombre de lavages, le masque va perdre en efficacité. Donc à éviter, mais quand on ne peut pas faire autrement, on fait ça. Est-il obligatoire de reprendre chaque unité de travail ou peut-on consacrer un onglet Covid-19 dans le document unique? Alors, faire quelque chose qui soit général en fait à toutes les unités de travail. Si votre activité s'y prête, oui, c'est tout à fait possible, hein. Si ça s'applique à toutes les unités de travail, pourquoi pas? Nous avons des masques et la consigne est de les laver chaque soir à 60 degrés et les sécher rapidement. Consigne, oui, c'est correct. Oui, c'est exactement ça, oui. Faut-il refaire les protocoles de sécurité pour les opérations de chargement et déchargement? Ah oui, faut forcément les revoir puisque de toute façon il y a cette nécessité de distanciation sociale qui doit être prise en compte et qui doit être appliquée autant que possible. Donc oui, il faut les revoir. Si une salariée est enceinte et donc personne à risque et qu'elle ne veut pas se mettre en arrêt, peut-on nous en tenir pour responsable? Pas du tout, ça c'est là encore c'est du domaine médical, hein, donc en fait cette salariée, vous pouvez lui conseiller éventuellement d'aller voir un médecin pour discuter avec le médecin des mesures à prendre pour cette salariée. Médecin du travail, oui, bien évidemment. Un salarié déjà en chômage partiel peut-il demander un arrêt de travail pour garde d'enfants? Alors, il me semble que le chômage partiel soit prioritaire sur l'arrêt de travail garde d'enfants, mais ça, je vais pas pouvoir vous répondre. C'est du domaine juridique, donc là, il faut plutôt poser la question à l'inspection du travail qui saura mieux que moi. Pouvez-vous nous donner des conseils pour l'évaluation et la cotation de ce risque? Alors, l'évaluation et la cotation de ce risque. Alors, l'évaluation, c'est d'abord identifier les situations de travail, hein, telles que je vous l'ai dit. Donc, il y a trois situations possibles. Après, la cotation, pour moi, c'est pas forcément nécessaire de coter le risque, étant donné que c'est une situation qui est temporaire et exceptionnelle. Et on sait que si les situations de travail sont identifiées, forcément, le risque est présent. Donc, on va faire en sorte de le diminuer autant que possible. Mais la cotation, pour moi, elle n'est pas indispensable. Alors, est-ce que les fiches métiers du ministère du Travail peuvent servir d'annexe au DU? Non, elles vont servir à faire votre mise à jour du document unique, mais il faut bien évidemment les adapter à votre cas particulier. Hein, elles sont très bien faites, hein, elles sont spécifiques à un secteur d'activité, mais tout n'est pas forcément adapté pour une situation précise. Voilà. Que faire si mon salarié ne veut pas travailler alors que j'ai mis les mesures d'hygiène et de sécurité et qu'il ne me fournit pas de justificatif? Alors là, c'est du domaine juridique aussi, hein. Après, il va y avoir certainement un conflit juridique autour de ça. Le droit de retrait, tout ce que je peux dire aujourd'hui ne s'applique pas forcément, enfin n'est pas forcément le bienvenu quand toutes les dispositions sont prises
pour diminuer le risque de contagion. Donc après, là, c'est encore, ça dépasse mon domaine de compétence. L'annexe est-elle suffisante en cas de contrôle ou faut-il l'intégrer également dans l'évaluation des risques? L'annexe, pour moi, est suffisante en cas de contrôle, à condition de présenter, bien évidemment, un document unique qui est à jour et pour le reste, qui est à jour et qui tient la route. Comment peut-on s'assurer des résultats d'un test Covid-19? Une salariée aurait été testée négative, mais elle explique à tout le monde qu'elle est positive. Alors ça, c'est du domaine médical. Après, je vais pas répondre à cette question parce que je vois pas. Voilà. Faudrait contacter le médecin du travail dans ces cas-là pour lui parler de ce cas-là. Concrètement, que doit-on indiquer dans le DU? Les références des consignes, mode opératoire, protocole, ou doit-on tout détailler de ce que l'on met en place? Alors, il faut un minimum de détails au niveau organisationnel et technique, savoir quel type de pays on utilise, savoir quelle organisation mettre en place. Après, il ne faut pas non plus aller se noyer dans le détail, mais il faut quand même décrire un petit peu les choses. Alors, des questions d'attente vont arriver. D'accord. Alors, que doit-on intégrer dans un plan de prévention? Alors, le plan de prévention, c'est la finalité du document unique et de sa mise à jour. Donc, forcément, on va décrire toutes les mesures de prévention qui ont été décidées dans l'entreprise pour diminuer le risque de contagion et pour préserver la santé des salariés. Merci, mais d'écrire dans un document annexe ou directement dans le DU? Alors, nous, on vous conseille de conserver ce document annexe au document unique, puisque je vous l'ai dit, c'est une situation, enfin, en tout cas, on espère, qui est temporaire et exceptionnelle. Donc, vous aurez la traçabilité avec cette annexe sans forcément avoir à remodifier tout le document unique après. Devons-nous informer et consulter le CSE sur la mise à jour? Évidemment. Quels sont les risques dans le contexte télétravail? Quels sont les risques dans les contextes de télétravail? Alors, je vous en ai parlé un petit peu. Il y a des risques psychosociaux qui vont apparaître. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire au webinaire de cet après-midi. Je pense que le sujet va être traité. Après, il y a d'autres types de risques. L'installation n'est pas forcément bien installée à la maison, surtout quand ça n'a pas été forcément préparé. Donc, les postures qui sont pas bonnes, les TMS qui vont apparaître. Mais bon, là encore, normalement, ça devrait pas durer éternellement. En tout cas, j'espère. Donc, voilà. Intégrer dans un onglet Covid-19 les photos des mesures prises en salle de pause, procédures officielles affichées à différents endroits, échanges avec le CSE. Toutes ces mesures suffisent-elles pour la mise à jour du DU? Alors, simplement annexer les consignes écrites que vous avez établies au document unique, oui, pourquoi pas, à condition que ces consignes elles soient complètes et que ça fasse le tour de tous les moyens de prévention que vous avez mis en place. Faut-il condamner les vestiaires et demander aux salariés de venir en tenue? Non, du tout. Par contre, ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est organiser des rotations par rapport à l'accès aux vestiaires, de façon à ce qu'il y ait un minimum de gens en même temps dans les vestiaires et que la distanciation sociale soit respectée. Je pense que pour l'instant, écoutez, si on a répondu à toutes vos questions, c'est très bien. Je vous remercie de votre participation.
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez encore des questions ou si vous avez besoin d'aide par rapport à la mise à jour du document unique. Et donc, je vous dis à bientôt, peut-être pour un autre webinaire.